Le nouvel an 2019 a débuté dans le deuil dans le centre du Mali. 37 civils peuls ont été tués par des hommes armés dans le village de Kougolon. Une attaque attribuée aux chasseurs traditionnels d'Ozo. L'ONU recense au moins 500 morts l'an dernier dans les violences intercommunautaires. Cette crise dans le centre, on l'aborde avec Doukou Kolo Alpha Oumarba Konaré, professeur à l'INELCO. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous signez cet article entre faux djihadistes et faux d'Ozo, les civils piégés dans le centre du Mali, dans The Conversation. Alors d'abord, qu'a donné l'enquête sur le massacre du 1er janvier? Alors, malheureusement, pour le moment, l'enquête n'a rien donné. 7 arrestations ont eu lieu suite à cela. Mais il faut admettre qu'il y a un gros problème en ce moment, c'est qu'on n'arrive pas à pointer du doigt le fait que c'était un massacre basé sur l'ethnicité des victimes. Vous étiez venu il y a 5 mois sur notre plateau pour parler du fantasme d'une communauté peul radicalisée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Je pense qu'une chose majeure qui a changé aujourd'hui, c'est que la société civile, l'opinion publique, est maintenant vraiment alerte au fait que les personnes qui meurent sont des personnes de la communauté peul avant tout. Il y avait toujours cette idée que les victimes, ce sont des militaires, ce sont des gens d'autres communautés et que les peuls avaient des accointances avec les djihadistes. Aujourd'hui, on se rend compte que les peuls sont victimes des djihadistes, mais que les peuls peuvent être victimes aussi d'autres communautés ou d'autres groupes qui s'organisent en milices pour se venger. Pourquoi la situation s'est-elle aggravée? Je pense que malgré que il y a de plus en plus de présence, il y a la force conjointe du G5 Sahel qui a vocation à se déployer dans les zones transfrontalières. Il y a aussi tout l'appareil d'État malien qui essaie de se revigorer en termes de gendarmerie, d'armée, de militaires. On n'arrive pas vraiment à avoir une présence plus importante dans ces endroits-là. Et plus le temps passe, plus une pression psychologique s'exerce chez les différentes communautés qui se disent finalement on ne viendra pas nous aider, et comme on ne viendra pas nous aider, il faut prendre les armes nous-mêmes. Et c'est ce qui donne jour à toutes ces milices qui s'en prennent aux civils. Alors justement, vous dites clairement, un peu l'armée est devenue synonyme de djihadistes, les chasseurs d'Ozo de milices. Pourquoi ces violences ont atteint un niveau sans précédent? On n'a jamais vu ça encore. C'est vrai qu'on n'a jamais vu ça pour l'instant. Et ce fantasme dont j'ai parlé il y a quelques mois, l'idée qu'il y a des communautés peuls qui seraient plutôt liées aux djihadistes, c'est un spectre qui est en train de prendre forme dans le fait que lorsqu'il y a des prises de parole publiques, les gens ne font pas attention. Vraiment, ils disent « Ah, on a arrêté par exemple 3 Diallo l'autre jour. » On sait que le patronyme Diallo, c'est un patronyme des Peuls avant tout. On se rend compte aussi que les seules forces qui sont là sur le terrain à dire « Oui, nous, on est prêts à combattre auprès de l'armée malienne, on est prêts à aider l'armée républicaine », ce ne sont pas des gens qui sont de la communauté Peul, parce que la communauté Peul n'a pas une tradition martiale. Donc on a plutôt tendance à voir des gens, des communautés Dogon, des communautés Bambara se lever aujourd'hui. Et comme eux se lèvent, ils gagnent plus de visibilité. C'est ce qu'on voit à côté de l'armée de l'État malien. Mais malheureusement, ce ne sont pas des forces républicaines, ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de combattre avec tout l'arsenal juridique approprié. Alors l'association Peul internationale Tabital Poulakou va même jusqu'à parler de génocide. Estimez-vous qu'il y a au centre du Mali une volonté structurée et planifiée d'exterminer les Peuls? Pendant longtemps, on a été très prudent sur ce terme-là. Je sais que l'association Tabital Poulakou, j'ai posé des questions à certains des membres. Les gens disaient dès le départ, c'est un génocide parce qu'il y a des meurtres systématisés des Peuls. Bon, d'autres ont parlé de nettoyage ethnique plus tôt, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment dire que les gens qui ont été tués en début janvier, là, au Mali, et plutôt aussi en 2018, même en 2017 ou en 2016, ont été tués du fait de leur appartenance à la communauté Peul. Et en plus, récemment, j'étais à Bamako, l'une de mes sources me parlait du fait que les jeunes garçons étaient tués de manière vraiment froide en disant c'est pour éviter qu'ils ne viennent se venger. Donc il y a cette idée que on va les décimer, on va les empêcher de revenir. Il y a aussi l'éviction qui a été faite. On parle des morts parce que c'est quelque chose qui est très choquant, mais en banlieue de Bamako, on a énormément de déplacés internes qui sont là et qui disent ils ne veulent pas qu'on reste sur ce territoire-là, ils veulent que toute trace de nous disparaisse aujourd'hui. Et je pense que s'il y avait des études sur le langage qui est utilisé, on se rendrait compte qu'effectivement, la violence dans les mots traduit une violence sur le terrain qui s'apparente effectivement à des actes génocidaires. Et cette violence, comment cette situation profite aux djihadistes présents dans le centre du Mali? Alors les djihadistes n'ont pas besoin de prendre des villes. D'ailleurs, on le voit dans leur stratégie, à aucun moment des grandes villes ne sont prises. Souvent, ils viennent dans des hameaux, ils prêchent, ils font prier les gens, etc. Eux, ils sont dans une stratégie vraiment de l'opportunisme, une stratégie qui est basée sur le fait que soit on vient, on empêche l'armée, on empêche l'État d'être présent, donc ça permet d'avoir de l'ascendant sur les populations civiles, ou alors
on ne fait rien, on laisse juste les gens se disputer entre eux, on les laisse se court-circuiter et ça permet d'amener tout ce discours-là du djihadisme qui est un discours de dire votre État ne fonctionne pas, vous ne vous entendez pas entre vous, nous vous amenons un mode de justice, nous vous amenons un mode de régulation qui pour l'instant n'existe pas. Et en même temps, vous dites que les frontières sont parfois floues entre la logique d'autodéfense et le djihadisme. En quoi la réalité est plus complexe ? La réalité est très complexe parce que certains des groupes communautaires armés de la communauté Peul précisément ont malheureusement bénéficié du soutien apparemment de certains djihadistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, tout ce qui me revient du terrain depuis 1 an environ, c'est que les personnes qui prennent les armes ne sont pas de tradition martiale, comme je le disais tout à l'heure. C'est les gens qui ne savent pas se battre, c'est les gens qui n'ont pas d'armes, mais c'est les gens qui se disent on va pas se laisser tuer par des miliciens, par des chasseurs, on va pas se laisser tuer par l'armée non plus. Donc aujourd'hui, il est temps de se constituer. Et si les djihadistes nous permettent d'avoir accès aux armes, si les djihadistes nous permettent de s'en sortir, faisons semblant qu'on est avec eux. Mais d'ailleurs, pour les djihadistes, c'est quelque chose aussi qui est très délicat parce que eux, ils veulent promouvoir l'idée du djihad et ils ne veulent pas donner l'impression qu'ils sont derrière une communauté. Donc en même temps, ils en appellent aux Peuls à venir combattre de leur côté, mais ils disent aux Peuls, mais nous ne sommes pas là pour faire un État Peul, nous ne sommes pas là pour la cause des Peuls avant tout. Donc c'est une alliance qui est très précaire malgré tout. Et même chose aussi du côté des Dozo. Les signes sont parfois trompeurs. Expliquez-nous. Alors chez les Dozo, ce qu'il faut vraiment reprendre, c'est que les Dozo sont une confrérie ésotérique et normalement ne devient pas Dozo quiconque en a envie. Il faut passer par des rites d'initiation, il faut passer par tout un adoubement et aujourd'hui on a une économie qui est basée sur le trafic d'armes, sur la circulation des gens à travers les frontières, sur le fait de venir de s'en prendre à des territoires, de les prendre sur soi-même, pour soi-même et on se rend compte que ceux qui se font appeler dozo sont en fait finalement des gens qui sont très opportunistes, qui viennent, qui profitent de la situation pour se faire des petits royaumes là en plein cœur du Mali, mais c'est un phénomène qu'on retrouve aussi au Burkina Faso, c'est un phénomène qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, qui est venu à chaque fois dans des contextes de guerre civile, dans des contextes d'absence de l'État. Et même en Guinée-Conakry aussi, on a vu des personnes, notamment dans la commune de Ratoma à Conakry, venir dire que c'était des dozos, qu'elles étaient là pour défendre les civils, alors qu'en réalité, il y avait des enjeux politiques et économiques beaucoup plus complexes. Avec le tableau que vous nous décrivez, on se demande où est l'État malien. Alors en tout cas, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu à Koulogon après la tuerie du 1er janvier. Il est même question de la création d'un camp militaire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en arrive là? En fait, il faut dire tout simplement que lorsque la reconquête du Mali s'est faite en 2013, il y a eu un grand focus sur le nord du Mali en disant c'est là où les groupes armés sont en train de subsister, c'est là où les djihadistes avaient commencé à attaquer et très peu d'attention a été donnée au centre du Mali. On se rend compte aussi qu'avec la force conjointe du G5 Sahel, avec la MINUSMA, avec la force Barkhane, il y a toujours beaucoup d'attention sur le nord, mais qu'il faudrait peut-être mettre un peu plus de projecteurs sur le centre du Mali aujourd'hui. Donc il y a ces tentatives-là de faire déposer les armes à certains, de faire une intégration dans l'armée, de faire des camps militaires, de mettre de plus en plus de gendarmes. Mais malheureusement, ce n'est pas en train de fonctionner parce que ce sont des endroits tellement reculés, ce sont des endroits où l'État a perdu toute légitimité. Ce sont des endroits où il faut d'abord recoudre le tissu social, le tissu étatique aussi. Et je pense que l'une des choses qui malheureusement dessert l'État, c'est que l'État ne veut pas admettre qu'il y a une dimension communautaire dans ce qui est en train de se passer. Des membres du gouvernement jusqu'au plus haut sommet de l'État ont dit oui, mais on ne va pas compter le nombre de Dogons qui a été tué, le nombre de Peuls qui a été tué, le nombre de Touaregs qui a été tué. Mais finalement, ça fait le silence sur la réalité et les fondements réels. On a entendu votre cri d'alerte. Merci beaucoup, Dougou Kolo Alpha Oumarba Konaré. Professeur Aline Elko, merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.